bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution, le cinquième épisode, pardon. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de simplement aimer et appuyer sur le bouton like et vous abonner à la chaîne également. C'est la forme de rémunération principale de ce balado. Si vous appréciez le contenu, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton like et ou j'aime et vous abonnez à la chaîne également. Aujourd'hui, nous recevons Amanda Fakéhi. Madame Fakéhi, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci de l'invitation. Un plaisir. Amanda Fakéhi, faisons votre bio, si vous me le permettez. Vous êtes consultante en affaires publiques et rhétorique. Vous avez une formation à la maîtrise en sciences politiques à l'Université de Montréal et un baccalauréat en développement international de l'Université McGill. Je crois que vous avez commencé quelque chose récemment aussi. Oui, un certificat en développement durable à HEC. D'accord. Vous avez également été conseillère politique pour une députée provinciale. Effectivement. Et vous prenez place dans l'espace public par vos tribunes portant principalement sur l'art oratoire, mais pas que. Vous avez touché plusieurs sujets, notamment la qualité du français au Québec chez nos professeurs, l'effet du timbre de la voix chez les hommes et les femmes politiques, la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, pour ne nommer que ceux-ci. Vous avez publié sur des plateformes telles Le Devoir, Journal de Montréal, La Presse, Radio-Canada. Vous avez participé aussi en tant que présidente de Connexion internationale de Montréal, si je me rappelle bien. Effectivement, donc Connexion internationale de Montréal, OBNL, l'accès sur les affaires internationales et le réseautage. Parfait. Mais vous êtes encore ou c'est terminé? Non, c'est terminé. Ah, oui, après 2 ans, ça y est, on tourne la page. Ouais, c'était bénévole. Bénévole. Ouais. D'accord. Allons dans le cœur du sujet, l'art oratoire, un sujet délicat, épineux et relativement, qui prend de plus en plus de place, je dirais, dans le débat public, dans les médias au Québec, mais qui est toujours épineux. La langue étant toujours épineuse au Québec, quelque chose d'assez sensible. Et vous avez eu le courage d'écrire sur le sujet. J'ai envie de vous poser la question toute simple. Pourquoi parler d'art oratoire? Qu'est-ce qui explique votre attachement à ce sujet? Alors, c'est une excellente question. Je vais commencer par le commencement. Alors, ça commence à l'enfance. Je viens d'une famille multiculturelle. Je suis née au Maroc. Mon père est marocain, ma mère est sri-lankaise. Tous les deux ont étudié en URSS. Donc, à la maison, on parlait français, arabe, russe. Donc, c'est un véritable cocktail linguistique. Et cet amour de l'art oratoire, elle a commencé avec l'amour des langues. Et par la suite, grâce au théâtre, j'ai commencé le théâtre à l'école primaire. On a joué plusieurs pièces des fables de Jean La Fontaine. Il y a une pièce en particulier que j'ai adorée, c'est Le Renard et le Corbeau. Et j'incarnais le renard. Donc il y a toujours cette citation « ça sent le camembert !» Donc c'est ceux qui connaissent les fables de Jean La Fontaine. Vous savez, il y a beaucoup de messages sous-jacents, il y a des éléments moraux, il y a des leçons de vie. Et à travers cette expérience qu'on peut considérer anthropomorphique, j'ai compris, et surtout à travers le rôle du renard, qui flatte ce corbeau qui est perché sur un arbre, qui avait un morceau de fromage dans le bec, et vous avez ce renard qui flatte ce corbeau, qui l'incite à chanter, et bam, le corbeau échappe son fromage, et le renard s'enfuit avec le morceau de fromage. Et j'ai appris que la rhétorique, c'est également de la flatterie. Donc la rhétorique a un côté sombre, c'est un côté qui sert à enjôler, qui sert à séduire, qui sert à manipuler. Donc du haut de mes 10 ans, j'ai compris que l'art de la rhétorique, l'éloquence, c'était précoce, mais j'ai compris qu'on pouvait l'utiliser à mauvais escient. Et ensuite, j'ai poursuivi avec le théâtre au cégep. Et enfin, dans la vie de tous les jours... Quel cégep, quand même? Collège Jean de Brébeuf. Je faisais partie de l'élite québécoise. Oh, l'élite québécoise. Alors, je faisais partie de la troupe du Vaisseau d'Or. C'était une pièce... Fanny Hawk Alexander, donc de Ingrid Bergman, à regarder. Et enfin, donc le théâtre, bien entendu, c'est l'amour de la rhétorique à passer par le théâtre. Et dans la vie de tous les jours, j'ai compris que l'intelligence, à elle seule, ne suffisait pas. Il fallait que je réussisse à vendre cette intelligence, donc à la communiquer de façon éloquente. Qu'il s'agisse de négocier un contrat, négocier un salaire,
de convaincre son partenaire d'adopter un Golden Retriever, j'ai compris qu'il fallait que je manie le verbe, qu'il fallait que je manie la parole de façon efficace. Donc elle revêt une utilité salvatrice, émancipatrice. L'art de bien parler, c'est également l'art de réussir dans la vie. Tout à fait. Je peux vous relancer sur le sujet. Vous avez parlé de l'utilité de maîtriser la langue, mais il n'y a pas un danger de tomber dans le sophisme, dans la manipulation d'autrui? Oui, alors, quelle est la différence entre le sophisme et la rhétorique? Bon, la rhétorique, c'est un art codifié, d'accord? Ce sont des techniques, c'est la théorie. Donc, vous avez une série de modèles à appliquer, des canons de rhétorique qu'on peut appliquer pour bien parler, pour convaincre, pour persuader. Le sophisme, ce sont des raisonnements fallacieux qui ont une apparence de vérité. Donc oui, il y a ce piège de tomber dans le sophisme. Il y a ce piège d'utiliser des techniques sophistiques qui visent à manipuler. Encore une fois, il en vient de la volonté de l'oratrice, de l'orateur. Ça dépend de sa finalité et d'où la nécessité d'apprendre les rudiments de l'art oratoire parce que c'est également une façon de créer une armure anti-sophisme. Donc oui, ce danger existe. Très bien. Je vous cite ici dans un article du Devoir intitulé « La voix pour combattre nos idées reçues ». Je cite « La voix, ce subtil outil de communication, revêt une puissance insoupçonnée capable de façonner les jugements qui nous accablent ou qui nous élèvent. Elle se présente comme un masque sonore sur lequel nous apposons des qualités ou des défauts, alors même que nous connaissons souvent peu de choses sur la personne en question. » J'ai envie de vous poser la question, donc, quel est le rôle de notre voix dans nos vies respectives, en privé ou dans l'espace public, comme au travail, par exemple? Oui, alors la voix au sens physique, c'est-à-dire le son que je produis à partir de mes cordes vocales, c'est un outil de jugement social. Donc au moment où j'ouvre la bouche, vous allez me juger en fonction du son, ouais. En fonction de différents éléments prosodiques, donc le rythme, le timbre, le ton, l'intonation, l'inflexion. Et vous allez apposer des étiquettes. Donc si je parle avec une petite voix aiguë, souvent dans l'imaginaire collectif, une voix aiguë correspond à une personne peu sérieuse. Alors, vous mentionnez Elizabeth Holmes dans l'article. Elizabeth Holmes. Donc, sur laquelle j'ai écrit pour les affaires dehors. Je peux faire un peu d'autopromotion. Mais oui. Alors, Elizabeth Holmes, c'est un cas particulier. Alors, c'est la disgraciée de la Silicon Valley. L'ex-PDG de Theranos pour l'audience. Exactement. Donc, Theranos, une société biotech. Frauduleuse, mentionnons-le. Elle a promis de révolutionner les tests sanguins à partir d'une petite goutte de sang. Et la particularité d'Elizabeth Holmes, au-delà de la fraude, parce que les appareils ne fonctionnaient pas, elle a sciemment modulé, changé le timbre de sa voix. Elle a une voix anormalement rock, d'accord ? Anormalement rock pour une femme, très très profonde, et dont l'objectif de paraître compétente, autoritaire. Et on peut même se poser la question, est-ce que ça lui a permis d'attirer des poids lourds de la politique, du monde des affaires, parce qu'elle a réussi à lever près de 700 millions de dollars pour sa compagnie, auprès de géants, Henry Kissinger, par exemple. Et on apprend que voilà, c'est une voix, au-delà de cette technologie qui est frauduleuse, la personnalité même est frauduleuse. Pour en revenir à Holmes, il y avait un enregistrement, purement de mémoire ici, là, où je crois qu'elle parlait à une amie au téléphone, ça a été enregistré, et c'est comme si elle était sortie de son personnage pendant une seconde, et on l'entend un timbre extrêmement aigu, à la limite nasal, et là, elle se rend compte, et elle revient à son timbre un peu à la Steve Jobs, masculin beaucoup plus grave, si on peut dire. Et ça, je pense que ça y a fait mal par la suite. Ça lui a on fait perd mal. Une certaine crédibilité, qu'on se rend compte qu'on modifie sa voix pour plaire, pour attirer certains regards, mais une attention particulière, c'est un peu louche, non? Absolument. Et Philippe, vous l'avez mentionné, la crédibilité. Et en rhétorique, la crédibilité joue un rôle prépondérant. C'est ce qu'on appelle l'éthos. Donc il y a l'éthos dit discursif, donc c'est l'image que je renvoie de moi-même à travers mon discours. Et l'éthos prédiscursif, donc l'éthos préalable, c'est l'image que je renvoie de moi-même
à travers ma réputation, à travers ma notoriété, à travers mon appartenance politique, religieuse, etc. Et effectivement, ça ruine son ethos, ça ruine sa crédibilité, ça ruine même son identité. Et d'ailleurs, j'ai vu l'extrait, je pense que c'était aussi, il y avait une entrevue qu'elle avait accordée, c'était aux États-Unis. Puis au moment, je pense qu'elle voulait exprimer une émotion, et boum, elle tombe dans une voix très aiguë. Elle a compris que le masque est tombé. C'est assez malheureux, mais c'est très éloquent, au sens où la voix, c'est un outil de jugement social. Pourquoi est-ce qu'elle a sciemment décidé de changer le timbre? C'est pour attirer une audience spécifique, et laquelle? L'homme puissant qui peut financer sa technologie. Ici, on a parlé de rhétorique en premier, où on parle de la langue comme telle, les mots, les phrases. Et en deuxième, on a parlé du timbre, donc plutôt la voix, littéralement le son. Mais, oublions l'exemple d'Elizabeth Holmes, qui est peut-être, à la limite, psychopathique. Mais, comment dire, il y a quand même quelque chose à dire sur le fait que, en grandissant, en vieillissant, en acquérant une certaine maturité, il est normal, ou je dirais peut-être même impératif, de travailler sur son propre timbre, si seulement que ce n'est que pour nous-mêmes, nous prendre au sérieux, premièrement, et quitter une espèce d'enfance qui, des fois, je ne vais pas parler du Québec spécifiquement en ce cas-ci, mais on l'entend dans d'autres pays où les expressions, mais la façon de parler, donc le timbre, encore une fois, enfantin, perdure dans la vingtaine, dans la trentaine, puis on parle à des gens qui ont un certain âge, et on se rend compte qu'il y a quelque chose on dirait qu'une maturité vocale, si je peux dire, qui n'a pas été acquise. Holmes, encore une fois, c'est un cas extrême, mais il n'y a pas quelque chose à dire sur travailler sa propre voix, qui n'est pas non plus quelque chose de faux. C'est pas un masque qu'on met, mais c'est bien une espèce d'évolution intellectuelle et psychologique qui devient aussi vocale par la suite. Absolument. Travailler son timbre, ce n'est pas simuler une nouvelle identité. Travailler son timbre, c'est trouver un moyen de communiquer efficacement ses idées, trouver un moyen d'être audible. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par travailler son timbre? Ça relève également de la confiance en soi. Une personne qui manque de confiance, et tu l'as mentionné, vous l'avez mentionné, ça relève un petit peu aussi de la maturité. Il y a des gens qui vont continuer à parler de façon nasale, avec cette voix enfantine. Est-ce que parce qu'ils manquent de confiance? Est-ce qu'ils ont de la difficulté à projeter leur voix? Est-ce qu'ils se sentent mal à l'aise que les projecteurs soient braqués sur elles, sur eux? Donc c'est sûr, ça touche beaucoup à la psychologie, ça touche à la psychologie sociale également, mais travailler son timbre de voix, c'est très gagnant. L'objectif encore, c'est d'être audible, de porter sa voix, de faire avancer ses idées, d'être efficace dans la communication. Tout à fait. Vous avez été actrice. Je dirais que, personnellement, je recommanderais aux gens à y penser simplement. Il n'y a pas besoin d'être acteur, en fait. Je pense que pour la carrière, simplement, c'est les relations personnelles. C'est une question d'image. Et comme vous l'avez dit, je pense, confiance en soi. Je crois que le timbre, la manipulation, le contrôle, la maîtrise de la voix est fortement lié à la confiance en soi. Dans un entretien à Radio-Canada, vous avez mentionné qu'on devrait institutionnaliser l'enseignement de l'art oratoire. Et j'ai envie de vous demander, une telle politique consisterait en quoi précisément, outre les fameux oraux qu'on a tous passés dans nos cours de français au secondaire, au primaire, ou même après? Non? Oui, donc institutionnaliser, c'est l'intégrer dans le cursus scolaire. C'est intégrer la rhétorique, je dis bien la rhétorique, au-delà de la communication orale, dans le champ des connaissances scolaires. Donc ici, dans le programme national... On ne l'a pas en ce moment. Non. Qu'est-ce qu'on évalue en français? On évalue l'écriture, la lecture et la communication orale. La communication orale, on définit ça en termes de savoir bien parler et développer une certaine écoute active. Ce qui est très bien, il faut apprendre à parler. Mais la rhétorique, elle s'inscrit dans la praxis. Donc elle cherche à transformer une réalité. Elle cherche à faire agir, à faire réagir. Donc elle va au-delà de la communication qui cherche à transmettre. Où est-ce qu'on peut l'intégrer, cette discipline? Dans le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise qui remplace le cours de CER, éthique, culture et religion. Et dans ce nouveau programme, on insiste beaucoup sur le vivre ensemble, le dialogue. On n'évacue pas la question religieuse, mais on l'intègre dans
c'est cette globalité de l'identité. Donc l'identité religieuse fait partie des différentes identités. Donc inclure la rhétorique, c'est enseigner les rudiments, les canons, donc comment projeter sa voix, comment travailler sur... on va revenir avec la prochaine question, mais comment travailler les 3 éléments essentiels, dites les preuves techniques, donc le pathos, le logos, l'éthos, comment structurer son discours, comment réussir à convaincre, à persuader. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas comment persuader ou convaincre. On nous apprend à communiquer de façon orale. On va évaluer, par exemple, le rythme, le temps, donc ces éléments prosodiques. Mais on ne va pas nous apprendre comment occuper l'espace, comment gesticuler, comment travailler sa voix, comment balayer le public du regard. Tout ce qu'on va nous dire, c'est apprends ton texte par cœur, mémorise ça bien et on régurgite régurgite la chose. Donc la rhétorique, elle va au-delà de simplement communiquer. Sur le même sujet, avant de passer à l'ABC de l'art oratoire, vous avez également écrit dans le Journal de Montréal à propos du test de certification en français écrit pour enseignement. Et donc, vous venez de mentionner qu'on devrait institutionnaliser l'art oratoire, mais on a déjà discuté d'avoir assez de profs pour enseigner le français qui passent le test écrit de français. J'ai envie de dire, c'est pas trop demandé. Bon, c'est sûr, ce sont deux différentes disciplines, savoir écrire, lire et savoir maîtriser l'art oratoire. Mais tout ça tombe sous la maîtrise de la langue. Oui, ça tombe dans la maîtrise de la langue, effectivement. Un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui réussit à me faire aimer sa matière. Pour réussir à me faire aimer ta matière, il faut que tu saches bien la communiquer. Et souvent, ce que l'on constate, c'est que les gens, surtout les élèves, ils vont considérer que la langue française est ultra complexe. Elle est complexe. Notre langue, elle est compliquée, elle est complexe, mais la complexité n'est pas synonyme d'impossibilité. Et c'est ça l'enjeu actuel. C'est que lorsqu'on a un participe passé avec auxiliaire avoir, c'est une simple petite question que tu dois te poser. On souhaite, je ne sais pas, est-ce que ça a été réformé? Il y a eu des associations qui souhaiteraient la réformer. Je ne pense pas que ça a été encore réformé. Bonne question. Ça serait vérifié, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une réforme qui est appliquée. Mais il y a une réflexion. Dans l'enseignement du participe passé avec avoir. Oui, il y a une réflexion qui a été lancée. On cherche à la réformer, mais ça n'a pas encore été. Ça n'a pas encore été établi. Par exemple, la question du complément objet direct, c'est une petite question que tu poses. Amanda mange une pomme. Amanda mange quoi? Une pomme. Et voilà, ça rebute les élèves. J'ai l'impression qu'on contribue à l'infantilisation d'une génération, l'infantilisation de nos élèves. Alors, est-ce que c'est trop en demander d'enseigner la rhétorique aux enseignants? Non. Trop en demander aux enseignants ou aux élèves? Aux enseignants, parce que la rhétorique, ils doivent la maîtriser. Ouais. Les enseignants doivent la maîtriser. C'est une façon de vendre la matière, c'est une façon de vendre le savoir. Et c'est ce qui manque actuellement dans le système scolaire, c'est cet amour du savoir. Donc la rhétorique... Si je peux me permettre, on parle beaucoup de compétences de nos jours, beaucoup plus que de savoir. Oui. Je ne suis pas non plus un pédagogue, je n'enseigne pas à l'école ou quoi que ce soit, là, mais pour ce que j'en sais, les choses que j'ai lues sur le sujet, on parle énormément de compétences de nos jours, et pas de savoir comme tel. Effectivement, et ça vient de la réforme. Il y a un courant qui est hégémonique actuellement dans le système pédagogique, c'est le socio-constructivisme. Donc, c'est-à-dire que l'apprenant, donc l'élève, est au cœur de la pédagogie et l'enseignant, il est relégué au rôle d'accompagnateur. Donc, on passe d'une centralité du savoir vers la centralité de l'apprenant. Donc, c'est l'apprenant qui va construire ses connaissances. Et effectivement, on mise davantage sur les compétences. Donc le socio-constructivisme, il repose beaucoup sur cette collaboration, sur l'interaction entre l'enseignant, l'élève. Ça s'inscrit dans un contexte social, d'où le socio-constructivisme. Donc effectivement, il y a cette... on braque vraiment les projecteurs vers les compétences, davantage vers les compétences que sur les connaissances. Et l'estime de soi. Et l'estime de soi. Ce qui est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. La techné, bon, je touche un petit peu à Aristote, mais la techné fait partie des éléments essentiels dans la construction d'un individu, de maîtriser le savoir. En ce moment, on mise davantage sur le savoir agir
plutôt que sur le savoir, donc les compétences techniques. Tout à fait. Vous avez une formation intitulée l'ABC de l'art oratoire. Quel est cet ABC? Oui, alors le premier élément, c'est de distinguer l'éloquence de la grandiloquence, de la rhétorique. Alors, étymologiquement parlons, et j'insiste sur étymologiquement, l'éloquence renvoie au don de la parole. Donc, c'est l'art de bien parler, de convaincre, de persuader. Et la rhétorique, c'est l'ensemble des techniques, des préceptes qui me permettent de pratiquer l'éloquence. Donc, la rhétorique renvoie à la pratique, l'éloquence renvoie à la théorie. Et la grandiloquence, eh bien, c'est lorsqu'on a une éloquence qui flirte avec un style pompeux, empoulé, c'est de la diarrhée verbale. En bon latin, c'est de la logorée. Et ça, c'est une communication qui ne vise pas à faire avancer la discussion, mais plutôt à impressionner. Est-ce que vous avez un exemple de grandiloquence? Ça serait surtout dans un contexte théâtral. Non, mais quelqu'un, je pense à un nom. Ah, quelqu'un, mon Excusez-moi, je vous force à nommer. Un homme politique ou un acteur ou... Alors, ici au Québec, on n'a pas vraiment de politiciennes grandiloquents. Je pense que non, ça fait partie aussi de la tradition de l'oralité qui est assez faible au Québec. Mais la grandiloquence, on peut le trouver vraiment de l'autre côté de l'océan. Donc en France, on a beaucoup de politiciens qui maîtrisent... Mélenchon, non? Mélenchon, oui, c'est un tribun. C'est très doué, par contre. Très doué, je ne sais pas s'il serait dans la grandiloquence, parce qu'il manie l'art oratoire d'une façon très rare maintenant. C'est quelque chose de rare chez les politiciens, les hommes politiques du 21e siècle, hein, très peu qui maîtrisent comme lui. Ceci dit, des fois, il tombe dans peut-être la grandiloquence. Hein. Oui, parce qu'il se laisse emporter. Il a un style très, très théâtral. Ouais. Mais la grandiloquence, c'est vraiment parler pour ne rien dire. Donc, c'est du blabla inutile qui ne sert pas à la conversation, qui ne fait pas avancer trop de la style, réflexion. Pas assez de trop contenu. De style, exactement. Ouais. Donc, on mise davantage sur la forme plutôt que sur le fond. Par la suite, il faut bien entendu maîtriser le fameux triangle aristotélicien, donc les preuves techniques, logos, pathos, ethos. Donc logos, ce sont des arguments rationnels. Donc je vais mobiliser par exemple des statistiques, des données probantes pour étayer, pour appuyer ma thèse, mon argument. Ensuite, on a ce qu'on appelle le pathos. Donc ce sont des arguments pathétiques, donc qui renvoient aux émotions. Donc je vais faire appel aux émotions de mon public pour le persuader. Et enfin, il y a l'éthos, et ça c'est primordial. L'éthos renvoie à l'image que l'orateur renvoie de lui-même, soit à travers son discours, soit avant son discours. Et comment est-ce qu'on évalue l'éthos? À travers sa réputation, à travers son appartenance politique, à travers son éducation. Donc, il y a plusieurs critères qui jouent dans l'éthos. Et l'éthos est important parce que ça joue dans la crédibilité, la légitimité, et ça vous confère en fait le droit de la parole. Donc, en quoi êtes-vous légitime pour aborder tel sujet, telle thématique? Il y a enfin les 5... Ça touche aux symptômes d'un imposteur, parce que des fois, un symptôme que j'ai moi-même des fois, je parle de certains sujets, j'ai l'impression de savoir de quoi je parle. Ceci dit, savoir de quoi on parle ou bien connaître son sujet est toujours relatif à la connaissance d'autrui. Et des fois, on peut douter de nous-mêmes. Donc, comment on fait pour, j'ai envie de dire, se convaincre ou surmonter le syndrome de l'imposteur? C'est une excellente question, Philippe. Effectivement, on se pose la question, est-ce que je suis légitime pour me prononcer sur tel événement, sur telle actualité? Et moi, ce que je réponds, normalement, ça dépend de la posture que tu empruntes. Si tu adoptes une posture de pédanterie, et que tu n'as pas cette expertise au préalable, bien entendu, ta légitimité, elle vacille. Mais si tu adoptes une posture d'humilité, quelqu'un qui cherche à comprendre, quelqu'un qui cherche à approfondir ses réflexions, alors là, on est dans un autre univers, c'est-à-dire... C'est plus légitime. Oui, c'est beaucoup plus légitime. Donc, tout dépend de la posture que l'on adopte. Et je souhaite préciser également qu'on ne devrait pas tomber dans le mutisme. Ce n'est pas parce que je n'ai pas un diplôme en droit que je vais m'empêcher de me prononcer sur des enjeux qui touchent le droit au Canada ou dans une autre juridiction. Ma démarche, bien entendu, elle doit être réfléchie, elle doit être informée.
Et on l'a vu pendant la Covid. Tout le monde était un toutologue, tout le monde était un expert de l'épidémiologie. Bien entendu, tout dépend de la posture. Donc, si je publie un truc sur Facebook ou bien sur LinkedIn en adoptant la posture de la grande connaisseuse de l'épidémiologie, bien entendu, je souffre d'un manque de légitimité énorme. Mais si ma posture cherche à comprendre, alors là, on est dans un autre champ. Et on peut remettre en doute, même si on n'est pas expert, pour justement sortir de l'expertocratie. On parle de la pandémie, mais il y avait des questions légitimes de gens qui n'étaient absolument pas experts, mais par la simple utilisation de la rationalité et de la logique, on pouvait très bien questionner ce qu'on nous disait, et pourtant, on nous a refusé, mais tout questionnement du discours public officiel, gouvernemental et autres, une certaine classe d'experts qui disaient non, vous n'avez rien. Et là, on apprend de plus en plus qu'en fait, les gens qui n'étaient pas experts avaient plutôt raison d'au moins de poser certaines questions, de remettre en question certains principes qu'on nous avait donnés. J'ai l'impression que c'est un peu, on revient à ce qu'on disait au départ, mais c'était la victoire peut-être pas du sophisme, mais disons d'une maîtrise de la légitimité en ce qui a trait au discours public où certaines personnes l'avaient et d'autres non. Et ceux qui l'avaient, en fait, le méritaient peut-être pas. C'est une excellente réflexion, Philippe. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure, le raisonnement, la rationalité, parce que la rhétorique nous apprend également à structurer sa pensée. Alors, on n'a pas nécessairement besoin d'être un expert dans le sujet, mais on a besoin de maîtriser sa pensée, de l'exprimer de façon efficace et d'adopter un raisonnement qui ne soit pas fallacieux. Donc la rhétorique, oui, c'est l'art de bien parler, mais c'est également l'art de bien structurer sa pensée. Et enfin, effectivement, pendant la Covid, les gens oublient que la science n'est pas nécessairement consensuelle. Il n'y a pas toujours de consensus. Il y a eu beaucoup de remises en question, et ça, c'est très sain. Remettre en question, c'est très sain dans une démocratie. On ne vit pas dans la dictature, en science également. Rien n'est coulé dans le béton, comme on dit. Donc, c'est bien de remettre en question. La science est basée sur le doute, après tout. Exactement. Donc, c'est bien de remettre en question, mais remettre en question afin de faire avancer la connaissance. On a parlé d'éducation. J'y reviens. Vous avez mentionné un article pour le Journal de Montréal. Vous avez parlé d'analphabétisme. Je vais vous citer rapidement ici. Apprendre à lire, écrire et comprendre des textes complexes. Voilà un grand défi de taille devant lequel le Québec se retrouve perclus. Selon la Fondation de l'alphabétisation du Québec, 19% des Québécois sont au premier niveau de l'analphabétisme et 34,3% sont des analphabètes fonctionnels. On a parlé de réforme tantôt. J'ai envie... je vous poserai la question qui tue. Comment est-ce qu'on réforme un système qui, à mon avis, ça c'est très personnel, effectue d'une réforme à l'autre des nivellements par le bas. Donc, on est dans une logique, comme je disais tantôt, mais une tendance toujours au nivellement vers le bas qui n'est pas unique au Québec. En fait, je crois que c'est universel au moins en Occident. Les Français disent la même chose, les Américains disent la même chose, même les Canadiens anglais disent la même chose. Mais comment on en sort? Alors, d'entrée de jeu, je veux... Vous êtes ministre de l'Éducation en ce moment. Ouh là là, waouh, mon Dieu, toute une question. Alors, d'entrée de jeu, je veux mentionner que notre système d'éducation au Québec n'est pas pourri, comme tout le monde le pense. Si on regarde les enquêtes menées par PISA, ça va, d'accord, ça va. On n'est pas en train de chavirer, mais il y a énormément de lacunes. Mais est-ce qu'on chavire moins que les autres ou on se maintient ou on s'améliore? Il y a une différence. Ah, mais ça, c'est toute une question. Mais effectivement, il y a beaucoup de lacunes. Déjà, la première question, c'est s'interroger sur la finalité de l'éducation. Est-ce qu'elle vise uniquement à instruire, à éduquer, ou bien les deux? Donc, instruire et éduquer, il y a des nuances. Instruire, c'est on te transmet des connaissances, des savoirs. L'éducation, ça touche l'identité, la personnalité de l'individu. Et comme je l'avais mentionné, on va inculquer différentes compétences qui vont permettre à l'élève de survivre dans ce monde et de mener une vie prospère. Deuxième question à se poser, quels sont les savoirs que l'on devrait transmettre? Comment doit-on transmettre ces savoirs? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a ce courant hégémonique qui imprègne le système pédagogique actuel, le socioconstructivisme. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que lorsqu'on accorde trop d'importance à la co-construction des connaissances, est-ce qu'on a les résultats escomptés? Est-ce qu'on a des résultats satisfaisants?
Je pense qu'il va falloir qu'on réhabilite le rôle de l'enseignant, qu'on De maître. réhabilite de maître, Ouais. exactement, qu'on réhabilite l'autorité également de l'enseignant. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis désolée, mais qu'on travaille dans une entreprise, qu'on travaille dans n'importe quelle organisation, il existe une hiérarchie. Moi, je ne crois pas aux hiérarchies horizontales. Moi, je crois à la structure verticale. Bien entendu, il faut une belle collaboration, mais le respect de la hiérarchie est efficace. Et je pense qu'il va falloir qu'on réhabilite le rôle du maître. Et enfin, s'interroger sur la complexité. Ce n'est pas parce qu'on a une langue complexe que ça devient impossible de l'enseigner. Et ça revient à cette question de la pédagogie, à bien enseigner la langue, à bien enseigner la matière, à faire vendre la matière. Il y a un rôle de vente. Tu fais vendre du savoir auprès des élèves. Moi, je me souviens, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, je n'étais pas très très bonne en mathématiques. Et ensuite, il y a eu le déclic en secondaire 4, secondaire 5, au cégep. J'ai eu cette piqûre. Mais cette piqûre, elle m'a été donnée grâce à un enseignant. Ensuite, il y a eu une enseignante au cégep. Et ce sont des gens qui ont réussi à me transmettre l'amour des mathématiques, à les appliquer dans des cas concrets, à utiliser de la vulgarisation. Et grâce à eux, voilà, j'adore les mathématiques, j'applique des raisonnements mathématiques dans la vie de tous les jours. Et c'est grâce à ces enseignants qui étaient éloquents. Ils avaient une approche pédagogique très, très efficace. Et enfin, la pédagogie. Donc, il faut revoir la façon dont on forme nos enseignants. Il faut également prêcher par l'exemplarité. Moi, je me souviens, j'avais des enseignantes qui ne maîtrisaient pas l'entièreté de leur matière, où ils parlaient un français approximatif. Je suis désolée, mais quand tu es enseignant de français, tu as le devoir, l'obligation d'accorder tes verbes comme il faut, d'accorder tes compléments directs comme il faut. Encore une fois, ça revient à cette idée d'éthos, à la légitimité, à la crédibilité. J'ajouterais que pour avoir corrigé les copies à l'Université Concordia, donc en anglais, les mêmes lacunes existent en anglais. En fait, les étudiants anglophones terminent le secondaire ou le cégep, les deux, arrivent à l'université et je vous dirais là, que ça doit être exactement la même chose en français. Il y en a peut-être 25% qui maîtrisent réellement la langue et ça se voit tout de suite, dès la première page, qu'on commence à corriger. Une différence de niveau qualitative marquante entre ceux qui le maîtrisent et tous les autres qui ont pourtant gradué des mêmes écoles et qui arrivent avec une déficience, à mon avis, linguistique à l'écrit dans ce cas-ci. Paradoxalement, les élèves francophones écrivent très bien en anglais quand ils vont à l'école en anglais, peut-être parce qu'ils ont... déjà, ils sentent une espèce de déficit, étant donné que leur langue première est le français, et là, on arrive en anglais, donc ils s'appliquent de façon beaucoup plus sérieuse que certains élèves anglophones qui, en fait, parlent un peu à la MTV. Ils écrivent de la même façon. En fait, ça, c'est le syndrome d'écrire comme on parle. Et les anglophones ont le même problème. On le voit aux États-Unis aussi, n'est-ce pas, au Canada, en fait. Tout ça pour dire que c'est un peu universel, là, je pense. Quand je parlais de nivellement par le bas, c'est pour ça que j'excluais pas tout ce qui était à l'extérieur du Québec. J'ai l'impression que c'est une dynamique occidentale ou peut-être mondiale. Là, je ne pourrais pas me prononcer sur le reste, mais c'est un espèce de problème fondamental qui nous affecte, mais je n'ai pas de solution. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Mais il y a également un effet des réseaux sociaux. Donc, comment on clavarde, comment on texte. Tout est axé sur la concision. On ne finit pas nos mots. Et je vous avoue, moi aussi, des fois, je texte comme si j'avais 15 ans, juste pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Mais je maîtrise la langue. Mais encore une fois, oui, il n'y a pas ce souci de l'excellence. Et je pense que c'est ce qu'il faut vendre, le souci de l'excellence. C'est cool d'être excellent. C'est cool d'être bon. Mais ça demande un effort particulier. Ça demande un effort. Qui peut être abaissant. Parce que quand on cherche l'excellence, qu'on ne l'atteint pas tout de suite, on se rend compte qu'on n'est pas excellent. Donc, et ça peut faire mal à l'estime, je crois. Mais d'où l'importance aussi de ce rôle d'accompagnement, mais un accompagnement vers l'excellence. Il y a un régime actuel auquel sont soumis des élèves en difficulté d'apprentissage. C'est une statistique qu'on peut facilement trouver en ligne. C'est près de 17 000 élèves au Québec qui sont soumis au régime de la modification des attentes. Donc, c'est-à-dire que voilà, si tu es en difficulté d'apprentissage, au lieu qu'on te demande d'apprendre 30 mots de vocabulaire, on va te demander d'en apprendre que 15. Au lieu de lire l'entièreté du bouquin, tu vas lire une version abrégée. Donc ça, c'est un exemple de nivellement vers le bas.
Il y a aussi cette réforme de l'éducation qui date des années 2000, qui insiste sur l'importance de terminer son école primaire en 6 ans. Donc, tu dois finir l'école primaire en 6 ans. Et il y en a qui vont redoubler, par exemple, la 5e année, et qui vont passer directement vers l'école secondaire, donc vers secondaire 1, alors qu'ils ont complètement manqué le passage vers la 6e année. Je pense qu'il y a de grandes réflexions, et l'Institut national de l'éducation, j'espère qu'il se penchera sur ces enjeux. Il y a un principe de mémoire de Thomas Sowell, économiste américain, mais qui a écrit sur une panoplie de sujets, pas que l'économie, et en parlant des mesures en ce qui a trait à diversité, inclusion, mais surtout en ce qui a trait aux discriminations positives envers les Afro-Américains. Thomas Sowell étant lui-même un Afro-Américain, avait dit, en anglais, c'est ce qu'il appelait la tyranny of low expectations, la tyrannie des attentes, des attentes basses. C'est pas exactement la bonne traduction, là. Et c'est un peu ce que vous venez de décrire. En fait, si vous avez des problèmes, on va dire, faisons moins. Mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est faisons toujours moins, en fait. Et donc, il n'y a aucun moyen de s'élever. Je crois qu'on tombe dans cette logique souvent, où on en demande toujours moins, et finalement, pourquoi pas en demander moins à tout le monde? Bon, c'est une façon de... Je ne vais pas être trop pessimiste, excusez-moi. Mais c'est un excellent point, parce que souvent, l'effort est considéré comme étant une étape, un geste énergivore. Oui, c'est énergivore, mais c'est un investissement à long terme. Donc, si on veut emprunter le jargon économique, c'est un investissement à long terme. Fournir l'effort maintenant, c'est payant pour plus tard. Oui, tout à fait. On parlait du niveau, du déclin significatif potentiellement. J'ai envie de je vous pose la question. On parlait de la classe politique, parce qu'on sait que vous vous intéressez à la politique. Est-ce qu'il y a un déclin en ce qui a trait à l'art oratoire chez la classe politique contemporaine quand on peut comparer aux époques passées? En lisant vos textes, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit en ce qui a trait à la politique et l'art oratoire, ou les hommes politiciens et femmes politiciennes. Et l'art oratoire, j'ai tout de suite pensé à la Deuxième Guerre mondiale, ça peut sembler bizarre, mais on avait d'un côté Churchill, orateur absolument incroyable. On avait De Gaulle, même chose, discours de Londres. Roosevelt, très connu pour lui aussi sa maîtrise de l'art oratoire. Et même Hitler et Staline, qui étaient connus comme étant de grands tribuns. Hitler, bon, on peut comprendre, là, mais les gens étaient en transe. Je parle pas l'allemand, donc je peux pas comprendre je comprends pas les discours d'Hitler, mais il était connu pour prendre le contrôle psychologique d'une foule de 50 000, 100 000 personnes en parlant pendant 3-4 heures sans texte ou à peu près. Donc, on avait une époque où tous les ennemis, tous les côtés, les deux côtés, avaient des orateurs hors pair. Et je pensais aujourd'hui, je me disais, on a Poutine d'un côté. Je peux pas trop juger de sa capacité oratoire, étant donné que je parle pas le russe, mais ça me semble pas particulièrement éloquent. On a Biden d'un côté qui, je ne sais pas s'il peut encore parler de un. On avait Macron qui maîtrise la langue, mais je pense qu'il tombe dans la grandiloquence, ou du moins, il n'y a jamais aucun contenu. On a toujours l'impression que c'est un peu vide. Là. Je suis méchant, je m'excuse, mais c'est un peu ça. Et donc, on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de grands orateurs. On a eu Obama, je dirais, dernièrement, qui était peut-être un grand orateur. Trump, dans son style, n'est pas un grand orateur, mais très efficace. Il maîtrise son style là où d'autres hommes politiques de notre ère ne les maîtrisent pas. Et au Québec, encore une fois, je me posais des questions. On en a eu quelques-uns. On a eu Pierre Bourgault, pour ceux qui s'en rappellent, Lucien Bouchard, qui était un très grand orateur, qui adorait d'ailleurs Churchill. Et apparemment, il écoutait les discours de Churchill avant de se rendre à ses propres discours politiques pendant le référendum de 1995. Dans l'auto, il mettait une cassette avec des discours de Churchill pour se pratiquer. Et on a eu René Lévesque, qui avait un certain talent aussi. Dernièrement, je voudrais, il y a eu Pascal Bérubé, où il y a encore Pascal Bérubé, Pierre se débrouille, Robert Bourassa, qui était un bon tribun lui aussi. Donc, je reviens à ma question, là, qui est interminable. Est-ce qu'il y a un déclin, ou est-ce que c'est quelque chose que j'imagine? On n'a pas de politicienne, de politicien à l'heure actuelle, et je prends l'exemple québécois, je dirais même l'exemple au niveau fédéral, qui excite la foule. Il faut aussi comprendre qu'au Canada, au Québec, on n'a pas cette tradition de l'oralité qui est beaucoup plus forte en France, dans d'autres pays. Ici, on préfère miser sur l'efficacité, transmettre le message rapidement. C'est l'efficacité. On ne joue pas beaucoup sur le style. Est-ce une façon de s'assimiler au peuple?
Est-ce une façon de se coller aux capacités intellectuelles du peuple? Si tel est le cas, bah, c'est infantilisant. Parce que si on prend l'exemple de notre Premier ministre actuel au Québec, on constate, c'est sujet, verbe. Oh, je sais que les Québécois sont fâchés. Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est mon père qui me parle quand j'avais 5 ans. C'est très infantilisant, c'est insultant. Un électeur, par définition légale, il a 18 ans. Il a au moins 18 ans. Et quand tu as au moins 18 ans, tu es un adulte. Donc tu t'adresses à des adultes. Et tu t'adresses à des adultes en t'adressant à leur intellect, donc le logos, le pathos, l'éthos. Est-ce que c'est voulu de la part de François Legault ou c'est simplement sa façon de parler qui n'a pas été modifiée? Alors, ça, c'est une excellente question, mais je dirais que l'éloquence, c'est un marqueur social, n'est-ce pas? La façon dont tu parles transpire un peu ton identité socio-économique. Donc, si je parle avec un registre soutenu, immédiatement, le lien qu'on va faire dans sa tête, c'est elle vient d'une classe aisée, ou bien elle vient d'une classe modeste. On reprochait à Parizeau, à l'époque, justement, d'utiliser un ton trop hautain, une façon de parler trop, j'ai envie de dire bourgeoise, mais éduquée. Jacques Parizeau avait un doctorat en économie de la LSE, je me rappelle bien, London School of Economics, si je me rappelle bien. Et c'est un peu pourquoi Bouchard l'avait remplacé pendant la campagne de 95, c'est que Bouchard savait parler au peuple, comme on dit, tandis que Parizeau, ça passait pas du tout. Mais c'est un excellent point, parce que la rhétorique, c'est également adapter son discours au public. Donc ça, c'est très important. Tu ne peux pas t'adresser, par exemple, si tu fais partie de Québec solidaire et que tu dois discuter avec une foule composée de caquistes, bien entendu, tu dois adapter ton message en fonction de l'auditoire. Donc c'est très important. Mais si on a vraiment des exemples infantilisants, l'objectif d'un politicien, d'une politicienne, c'est également d'élever le débat. Et en parlant de cette façon, de façon infantilisante, on rabaisse le débat, on ne suscite pas beaucoup d'intérêt, ça suscite un certain scepticisme à l'endroit de la politique. Tu prends les Québécoises et les Québécois pour des nonos, comme on dit. Donc c'est très important. On devrait mal le prendre. Hein. On devrait être insulté des fois. On devrait être insulté. C'est insultant. C'est insultant. Et puis la question est de savoir est-ce que Legault simule cette éloquence, cette façon de parler, disons. Infantilisante. Écoutez, c'est quand même c'est un homme du milieu des affaires, c'est quand même le cofondateur d'Air Transat. Mais ça ne signifie pas que parce qu'il fait partie du milieu des affaires, qu'il maîtrise parfaitement la langue et qu'il est automatiquement éloquent. J'ai l'impression que c'est assez naturel, la façon dont il parle. Mais ça mériterait une petite amélioration. Voilà. Bon, j'ai mentionné Obama, mais à votre avis, en ce moment, au point de vue occidental, pas qu'au Québec, qui sont les grands orateurs politiques? Les grands orateurs politiques... Sans les comparer à Churchill et compagnie. Oui, voilà, parce que c'est deux mondes complètement différents. Je vais prendre des exemples ici au Québec. Je pense que ça sera intéressant. Gabriel Nadeau-Dubois, il est bon. Il est bon, il réussit à transmettre ses messages de façon efficace, il incarne ses discours. Il y a un discours que j'ai particulièrement aimé, qui date du 13 février, c'est au Salon Bleu, sur la crise du logement. Et il explique, la crise du logement, c'est également une crise qui brise des vies humaines. Oui, voilà. Tu en avais parlé sur LinkedIn, je crois. Oui, effectivement. Ouais. Donc, il est très bon dans les métaphores, il est très bon dans le processus d'identification. Il réussit, à travers son discours, à véhiculer son message politique. Si, vous pouvez regarder ce discours, c'est sur son compte Instagram, ça dure peut-être 2 minutes. Il réussit à rallier les gens à la cause des locataires. C'est quelqu'un qui maîtrise bien les figures de style, la gesticulation également, il travaille bien son timbre de voix. Donc pour moi, c'est un exemple d'homme politique éloquent. Femme, je dirais Marois Risky. Chacun a son style. Hein. Il n'y a pas, chacun a son style d'éloquence. Marois Risky, en chambre. C'est quelqu'un qui a de la verve. C'est quelqu'un qui maîtrise le franc-parler. Elle va mobiliser, par exemple, des supports visuels pour transmettre son message. Elle va marteler. Elle va utiliser quelques figures de style. Donc voilà, nous avons ces 2 exemples en politique québécoise et puis politique fédérale. Franchement, il n'y a personne qui me vient à l'esprit actuellement.
Que pensez-vous de Poilièvre? Alors, Poilièvre. Qui utilise une expression qui s'exprime, je devrais dire, de façon assez trumpienne, diraient certains, mais qui, à mon avis, qui est un avantage pour lui, dans le sens où ça détonne du ton très, bon, j'ai envie de dire, libéral, NPD, canadien fédéraliste, qui plaît à une audience certaine, ça c'est certain, mais Poilievre maîtrise, un peu comme Trump, comme j'ai dit tantôt, maîtrise son style, maîtrise le type de langage, le niveau de langage qu'il utilise dans sa façon de livrer, mais surtout dans sa façon de transmettre le message qu'il veut transmettre, qu'il veut communiquer, comme on dit. Il me semble efficace. Il est efficace, il est efficace. Alors à mes yeux, ce n'est pas un exemple parfait de l'éloquence, mais comme vous l'avez mentionné, il maîtrise son style. Il a réussi à personnifier plutôt le gouvernement libéral. Donc en fait, dans tous ses discours, il ne critique pas le gouvernement libéral, il critique le gouvernement Trudeau. Donc il sait désigner son ennemi. Tous ses discours vont à l'encontre de son ennemi, qui est Trudeau. C'est quelqu'un également qui manie bien, je pense qu'il a une très bonne équipe de communication. Prenons l'exemple récent de Arrive Scam, en lien avec Arrive Can. Qui s'empire chaque jour. Oui, qui s'empire chaque jour, mais c'est ingénieux comme néologisme. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est d'associer cette application à une arnaque qui aurait été délibérément commise par son ennemi Trudeau. C'est excellent. Il a réussi à imprégner dans l'esprit des gens, écoutez, le gouvernement Trudeau vous arnaque. Donc encore une fois, je n'adhère pas nécessairement aux propos de Poilièvre. Tout ce que je fais, c'est analyser son discours politique, sa rhétorique. Mais c'est quelqu'un qui sait maîtriser les figures de style. Il travaille aussi sur son image. Il a perdu les lunettes. Oui, il a oublié les lunettes. Ouais, c'est ça. Il ne porte plus de cravate non plus. Non. Il veut paraître beaucoup plus facile d'approche, peut-être un peu moins austère, parce que c'est ça l'objectif. Tu retires tes lunettes pour paraître un peu moins austère, je sais pas. Donc oui, il maîtrise son style. On peut l'utiliser comme exemple d'éloquence efficace, qui cherche à vraiment marteler son message. Mais la question qui se pose, parce qu'actuellement tous ces discours sont anti-Trudeau, qu'adviendra-t-il si c'est un dauphin du gouvernement libéral qui accède au pouvoir, qui sera nommé comme chef du Parti libéral? Il va devoir s'ajuster. Il va devoir s'ajuster. Mais je me rappelle que Trump avait réussi à étiqueter aussi Clinton pendant la campagne de 2016, mais l'expression spécifique, j'ai oublié, m'échappe, mais c'était... Crooked Hillary. Crooked Hillary. Et ça avait fonctionné, là, ça tournait à fond partout. Là. Oui. C'est peut-être un peu... c'est la politique, il faut jouer avec. Tu ne peux pas penser que les gens vont toujours être de bonne foi en politique. Au contraire, il faut exactement présumer l'inverse. Les gens sont toujours de mauvaise foi en politique, surtout en politique électorale. Mais ça avait été un gros coup de Trump. Crooked Hillary, ça je me rappelle. Mais c'est la technique de matraquage, et ça marche. À force de rêver. Sleepy Joe, ça fonctionne. Et Sleepy Joe, ça colle à la réalité. C'est-à-dire qu'on entend ses discours, quand il se mêle avec différentes figures politiques. Je pense que c'était quoi, Mitterrand versus Macron. Il avait mélangé Mitterrand et Macron dans un discours récent. Oui, Sleepy Joe, ça fonctionne parce que oui, c'est un Sleepy Joe. Souvent, la rhétorique sert justement à transmettre une idéologie. Les mots font peur. Les mots convainquent, mais les mots font peur également. Comment percevez-vous le discours ambiant qu'on entend, qui domine aujourd'hui? Je pense au wokisme, qui est sur toutes les lèvres. Tout ce qui tombe sur le wokisme, ça peut être, comme j'ai dit, les politiques d'inclusion, diversité, équité, discrimination positive. Un mot qui a un peu disparu depuis qu'on a IDE. On dirait que la discrimination positive est un terme qui a disparu, mais c'est un peu le précurseur de ça. On peut parler aux questions de transgenrisme, ces choses-là. Le vocabulaire, le discours public a changé rapidement et on sent que ces mots-là sont toujours attachés à une certaine idéologie, premièrement. Et je cite Patrick Moreau qui dit « Ce sont des mots qui pensent à notre place ». Comment percevez-vous la chose? Alors, je dirais qu'on assiste effectivement à une aseptisation du langage. Il faut faire attention aux mots que l'on utilise. Il faut faire attention à ne pas heurter les sensibilités, à ne pas heurter des identités multiples. Là où ça devient problématique, c'est on ne peut plus rien dire, n'est-ce pas?
Alors, comment je perçois maintenant toutes ces politiques de EDI, de wokisme? Alors, je pars du principe que mon objectif n'est pas de salir la dignité d'un individu. D'accord? Donc, mon objectif, c'est de toujours promouvoir ce vivre ensemble, bien entendu. Mais des fois, on traverse une frontière. C'est la frontière du ce qui est raisonnable, de ce qui n'est pas raisonnable. On entre dans le politiquement correct et en empruntant, en adoptant ces novlangues, comme ce sont des novlangues, c'est une façon en fait d'imposer une vision des choses, une vision du monde, une idéologie à des personnes. Mais quand vous dites novlangue, ça ramène à 1984 d'Orwell, qui est la novlangue, littéralement une nouvelle langue, carrément utilisée pour manipuler et contrôler la population. Donc, c'est une connotation assez négative à ça. Oui, effectivement, il y a une tentative d'imprégner des idéologies dans l'esprit des gens. Elle ne se fait pas de façon subtile. C'est assez, je dirais agressive, mais je peut-être modulée, mais c'est de façon agressive. Ça se fait à travers le système éducatif, ça se fait dans le milieu du travail, dans les entreprises. Il y a des mots qu'on ne peut plus employer. Par exemple, j'ai une amie qui m'a dit que c'est une grosse boîte de management. Dans les courriers, elle n'a pas le droit, entre guillemets le droit, c'est fortement recommandé de ne pas s'adresser aux gens avec madame, monsieur, mais plutôt de commencer avec le prénom ou le nom. Donc je trouve ça absolument problématique. J'ai aussi du mal avec ces novlangues, par exemple femme avec un X. Je ne sais pas ce que vous avez... Ouais, donc femme F-X-M-M-E-S, dont l'objectif... Oui, il y a en anglais aussi women avec un X. Et l'objectif, pourquoi est-ce qu'on ajoute un X? C'est pour... présenter la diversité de la femme, qu'une femme, ce n'est pas juste une femme cisgenre, n'importe qui peut s'identifier comme une femme. C'est une façon également qui, à mon avis, de gâcher la langue française. Donc chacun a ses points de vue là-dessus, mais je pense qu'il est important de résister à ces mouvements, de résister de façon intelligente, de façon rationnelle, et toujours de susciter le débat, de susciter le dialogue sur ces sujets. Il reste 3 minutes. Je reprends la citation qui était le titre d'ailleurs du livre de Patrick Moreau, Ces mots qui pensent à notre place. Quand je pense à ce que vous mentionnez, ce que vous nommez la novlangue, et justement dans un esprit orwellien, j'ai l'impression que les modifications idéologiques à la langue, aujourd'hui, je ne parle pas des X ou ces choses comme ça, mais plutôt des espèces de mots-clés, genre diversité ou IDE ou discrimination positive, j'y reviens, c'est ce qui me vient à l'esprit en ce moment, nous empêche de penser à autre chose. Qu'on pense à diversité, c'est assez, j'ai envie de dire, abrutissant, parce qu'on pense à quoi? On pense à notre ami qui vient d'un pays exotique, entre guillemets, ou une femme, ou peut-être un homme homosexuel ou une femme homosexuelle. Donc, on se rend compte qu'on finit par catégoriser les gens par la simple utilisation du mot. Et donc, le mot nous empêche de voir la personne comme étant une personne, un individu. On nous dit que non, mais c'est pas. Mais dans les faits, quand on regarde les politiques, une fois les politiques d'embauche, les politiques gouvernement, les politiques justement de subvention université, on demande quoi? Est-ce que je me rappelle du chercheur de McGill, il y a 1 an ou 2, qui était obligé de prouver que dans son équipe, il y avait des gens de couleur ou des gens qui venaient de telle ou telle case, en fait. On ne demandait pas si ces gens-là étaient pertinents, on ne demandait pas pertinents ou compétents, je devrais dire. Et donc, qu'on le veuille ou non, ces mots-là, au final, nous mènent dans une espèce de création de quotas infinis qui nous empêche de penser à autre chose en ce qui a trait à quelqu'un qu'autrement à savoir mais dans quel quota il tombe ou quelle case je peux cocher grâce à telle ou telle personne. C'est un peu ça que j'avais à l'esprit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais effectivement, c'est réducteur. C'est réducteur de voir les gens uniquement à travers le prisme de l'identité. Souvent, l'identité, ça va être l'identité de genre / sexuelle, plus que l'identité socio-économique. Et là, c'est un autre débat, mais on constate que l'identité socio-économique, elle est complètement... on l'a mis sous le tapis, alors que c'est un enjeu structurel également. Donc oui, c'est réducteur parce que la diversité n'est pas nécessairement gage de compétences. Je comprends les intentions. L'intention, c'est de corriger les injustices historiques. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Par contre. Voilà.
Et on ne peut pas s'opposer contre la vertu. D'accord ? Là, si on part du principe de base, que c'est assez réducteur parce que l'individu va au-delà de son identité de genre, son identité sexuelle. Il a cette singularité qui lui est propre. Donc voilà, aller au-delà de ce qu'on essaie de nous imposer. Omar Faki, merci beaucoup. Ça fut très intéressant. J'aimerais rappeler à tout le monde encore une fois, s'il vous plaît, de liker. Merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup.